Hello, hello, bonjour à tous. Hello, hello Lorraine. Salut Nathalie. Bonsoir à tous. Salut Axel. Salut Nathalie, ça va? Oui, j'ai réussi à me connecter, tout va bien. Pour une fois que c'est moi qui t'accueille. La dernière fois c'était toi. Écoute, je suis ravie en tout cas. Ouais, bah nous aussi parce que du coup en plus on a eu plein de questions. Ah, bah ça tombe bien. Donc ça suscite énormément l'intérêt et puis du coup c'est toujours intéressant même si je connais parfaitement parfaitement c'est grandir mais je connais pas mal cette pathologie avec qui je vis chaque jour mais je suis ravie de pouvoir en discuter avec toi. Alors Écoute, je vais essayer de répondre aux questions si c'est pas trop médical, parce que je suis pas médecin hein, quand même, mais t'inquiète pas. Non, non, non. Alors juste pour rappel et pour introduction, donc tu étais la première à nous faire confiance il y a 2 ans. C'était le premier écoute, annuaire qu'on a créé en avril 2019. Et aujourd'hui, c'est une grande réussite parce qu'on a plus de 500 médecins qui sont référencés sur l'endométriose sur Mapato. Et on a une communauté de plus de 4300 personnes qui ont mis l'endométriose comme centre d'intérêt et qui suivent les informations liées à l'endométriose. eh ben, écoute, comme quoi, c'était un besoin en tout cas. Ah Ça, bah j'ai pas de ça, doute là-dessus. ouais. On en reparlera, mais oui, c'est un grand besoin et la preuve que c'était nécessaire. Les Ouais. chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais, ouais. Non, mais on est très, très fiers, en tout cas, d'avoir fait ce partenariat avec vous et de pouvoir suivre toutes tes actions. Alors, est-ce que du coup, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Nathalie? Oui, alors donc je suis Nathalie Clarky, je suis la présidente et fondatrice de l'association Endomind, donc qui a été créée en 2014. Je suis moi-même atteinte d'endométriose, hein, c'est très souvent une motivation pour s'impliquer sur le sujet. Et on parlera des actions de l'association, mais on fait énormément de choses et effectivement très souvent des actions un petit peu, alors prioritaire certes, mais aussi novatrice, on va dire. Ok, bon, alors on y reviendra. Tu nous as dit que tu étais atteinte d'endométriose. Comment tu as eu le diagnostic? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, ça date du siècle dernier quand même, hein, donc fort heureusement les choses ont évolué depuis, mais moi-même j'ai été diagnostiquée au cours d'une opération, tout simplement. J'ai eu des très fortes douleurs pendant quelques jours et notamment une nuit qui m'ont amené à me consulter, enfin appeler SOS médecin un matin et le médecin qui est venu a identifié que c'était certainement d'origine gynécologique, donc il m'a dirigé vers des urgences. Et donc j'ai passé une journée à Paris. Alors j'étais toute jeune arrivée à Paris, donc je ne connaissais personne et je ne connaissais encore moins les hôpitaux. Donc je suis montée dans un taxi et je suis allée dans le premier hôpital qui m'avait indiqué. Et puis là, on m'a ausculté, on m'a dit que c'était rien et rentrez chez vous et vous c'est, enfin voilà, hein, prenez du Voilà, Diantalyse c'est pour la ça. douleur. Prenez un petit Rentrez chez vous antalgique. et voilà, et ça va passer. Et puis bon, bah, comme je me connais suffisamment bien, si j'en arrive à appeler SOS médecin, c'est que il y a un gros problème. Si je me déplace en taxi dans un hôpital, c'est que vraiment c'est sérieux. Donc je me suis pas laissée abattre et je suis allée de moi-même dans un autre hôpital et puis dans un autre hôpital. Donc en fait, mon errance médicale a duré une journée, Ah ouais, mais le cran de faire contrairement ça. à d'autres. Ah non, Ah mais oui, j'ai j'aurais fait ça. jamais osé faire ça. Ah oui, oui, je suis allée dans. Eh bien, j'ai fait 3 hôpitaux dans la journée. Quand même, et j'ai atterri chez une gynécologue que j'ai trouvée par hasard dans l'annuaire et qui m'a auscultée, qui m'a dit je vous envoie tout de suite voir tel professeur à tel hôpital. Je vous fais une lettre, vous allez le voir tout de suite. Donc je suis remontée dans un énième taxi et je suis arrivée dans cet hôpital et là j'explique à ce monsieur, voilà,
voilà ce qui se passe et si vous pouvez m'aider parce que là, je dois prendre l'avion demain matin, donc j'aimerais pouvoir être en forme un minimum pour partir. Et là, à 17h30, il m'a dit, je suis désolée, mais vous prenez pas l'avion demain, je vous opère tout de suite. Donc, j'étais en train de faire une péritonite, quand même. Donc, j'avais un kyste endométriosique qui avait éclaté. Et donc, j'en avais partout. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais une endométriose. Ah oui, Voilà oui, mon d'accord, diagnostic. ok. Donc, j'ai eu une errance médicale qui a été assez courte, une journée, mais quand même intense. Et puis, je me suis réveillée en entendant le mot endométriose. Et à ce moment-là, personne pour m'expliquer ce que c'était. Le médecin était parti en vacances. Et puis, je suis restée seule avec mes questions. Et puis, je suis rentrée chez moi seule avec mes questions. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver des informations sur le net, hein, comme tout le monde. On avait déjà Internet quand même au siècle dernier aussi, mais peu d'informations aussi. Voilà, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai galéré. Et ce qui m'a, quelques années plus tard, incité à créer une association, c'est que je rencontrais des jeunes filles qui me racontaient toujours la même chose 15 ans après. Ouais, ok. Et ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on en soit toujours là et que rien n'ait changé. Donc, ça m'a incité à m'impliquer sur le sujet. D'accord. Bon, alors justement, on y va. Donc, les premières actions que tu as menées, du coup, depuis 2014, enfin, quels Voilà. combats as-tu menés? Parce que je sais qu'ils sont nombreux. Ouais, très, très nombreux. Donc, j'ai commencé par m'impliquer tout d'abord dans un mouvement qui existait déjà, qui s'appelait l'ILIH contre l'endométriose, qui n'existe plus. Donc on était une petite équipe très sympathique qui avait plein d'idées aussi et c'est à ce moment-là qu'on a organisé la toute première marche mondiale. Donc pour ma part, j'étais chargée de toute la communication sur le sujet et c'est comme ça qu'on a commencé à médiatiser l'endométriose. D'accord. Parce qu'en Donc 2014, c'était très peu médiatisé. très très peu. Donc à cette époque-là, quand on sollicitait les médias et qu'on arrivait à avoir un article sur l'endométriose, c'était presque bouteille de champagne parce que on Ouais. était tellement content d'avoir un article dans la presse que ça se fêtait quoi. Ouais, parce Donc que on moi, j'ai avait été des diagnostiquée en ouais. 2013 et il y avait aucune info. Enfin, le seul truc que Non, j'ai retenu, c'est incurable et, enfin, voilà. incurable et douloureux. C'est ça, donc il y avait rien du tout et puis les quelques personnalités qui se sont engagées depuis, bah, c'est pareil, il a fallu aller les solliciter. Donc j'avais pris contact à l'époque avec il y avait Sonia Dubois qui était journaliste, hein. Il y avait Imani qui était une de mes Mm. clientes, donc j'en avais profité et je lui avais demandé si elle était OK pour s'impliquer sans savoir qu'elle était atteinte d'endométriose. J'avais aussi pris contact à cette époque avec Laetitia Milo. Enfin voilà, donc toutes ces personnalités-là qui nous ont aidés à parler du sujet et à porter la voix. Donc ça a été la toute première action. Et puis il a fallu aussi, je le précise parce que c'est important, expliquer aux femmes que c'était important qu'elles témoignent aussi parce qu'on avait beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptent de témoigner de l'endométriose, de leur parcours, de leur quotidien avec la maladie. Ça a beaucoup changé hein, en Mm. quelques années, ça a évolué, mais quand même, je rappelle qu'en 2014, c'était pas du tout comme ça. Donc c'est super qu'aujourd'hui on puisse en parler et puis il se passe pas une semaine sans qu'on parle d'endométriose Mm. dans la presse. Ouais, complètement. Donc ça a été la toute première action. Ensuite, voilà, le mouvement s'est éparpillé. Donc moi j'ai créé l'association Endomind après ça parce que je pensais je m'étais quand même rendu compte que j'avais un réseau qui me permettait de faire évoluer certaines choses et d'agir. Donc j'ai continué et j'ai créé l'association Endomind. Donc le premier but était de déclencher une prise de conscience à grande Mm. échelle. Ok, parce que Je crois juste, qu'on a réussi. ouais, je pense, bravo. Donc, juste pour expliquer à tout le monde, prise de conscience, explication que ce qu'est l'endométriose. Bon, je pense que toutes celles qui et ceux qui nous écoutent peuvent peut-être le savoir, mais est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est? D'expliquer quoi, l'endométriose ou Ouais, la ouais, prise de conscience? parce que autant d'habitude, enfin, dès les premiers moments du live, je demande l'explication, mais pour le coup, comme je connais, c'est vrai que j'ai pas demandé, mais c'est quoi Oui, c'est vrai. l'endométriose? Donc alors l'endométriose, c'est une maladie, alors moi je dirais d'origine gynécologique parce que malheureusement ça ne touche pas que la sphère gynéco.
Donc, ce sont des tissus semblables à l'endomètre qui vont se développer sur d'autres organes au gré des cycles, donc par un mécanisme qui est vraiment pas expliqué encore à ce jour. Hein. Donc, ça reste très mystérieux. Et ces tissus vont se développer sur les organes et créer des adhérences, des lésions, des kystes, enfin voilà, différentes choses qui vont soit coller les organes entre eux. Donc ça peut être la sphère gynécologique, ça peut être l'appareil digestif, ça peut monter plus haut, voire jusqu'au poumon. Enfin voilà, ça peut toucher tout plein d'organes. Donc ça va coller les organes entre eux, créer des douleurs, empêcher les organes de fonctionner correctement, ça peut les altérer, donc au niveau des reins par exemple, au niveau de l'appareil digestif, ça peut gêner aussi le transit. Voilà, donc il y a plein de symptômes comme ça qui sont très douloureux surtout et qui peuvent être forcément handicapants au quotidien. Donc, on ne sait pas expliquer aujourd'hui pourquoi, d'où vient cette maladie et comment elle se comporte. Il y a des femmes qui ont des symptômes différents d'une femme à l'autre. Donc, c'est vraiment en fonction du ressenti de chacune, en fonction des atteintes. Et puis, j'espère qu'un jour on arrivera à expliquer tout ça, mais c'est vrai qu'à ce jour, c'est vraiment très très compliqué, quoi. Et en termes de ce que tu disais, donc toi, tu as eu un kyste qui a explosé, hein, Oui, oui, péritonique. Donc ouais. Ouais. voilà, on va dire ça. Donc donc ça, c'est une des conséquences possibles. Tu as des Ouais. personnes qui se terminent stomisées parce que ils ont des atteintes au niveau du transit. De l'appareil digestif. Alors moi j'ai une atteinte digestive et c'est vrai que c'est très compliqué à vivre. Alors j'en suis pas au point d'avoir une stomie, heureusement pour moi, mais c'est vrai que quand je vois des jeunes femmes à 25 ans avec déjà une stomie, je trouve ça horrible. C'est très difficile à vivre des choses comme ça. Donc ça a un impact quand même très important. Et puis on Très dit très souvent important. que l'endométriose provoque pas l'infertilité, mais il y a quand même 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose qui souffrent d'infertilité. Oui, alors c'est la première cause d'infertilité, quand même. C'est important de le dire. Et c'est très souvent, encore aujourd'hui, dans le cadre d'une infertilité, que les médecins pensent à l'endométriose. Alors que ça peut en être une conséquence de l'endométriose, mais c'en est devenu un symptôme. Donc il y a quelque chose qui se fait pas correctement. Le diagnostic aurait pu se faire très certainement plus tôt, mais malheureusement, c'est encore souvent dans le cadre de l'infertilité. Et donc aujourd'hui, on estime à 7 ans le temps d'errance pour le diagnostic de Oui. l'endométriose. Qu'est-ce qui explique ces 7 années? Qu'est-ce qui se passe pendant 7 ans? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Donc, il y a déjà des tabous autour de tout ce qui est douleur de la femme, sexualité, puisque ça peut aussi causer des douleurs pendant les rapports sexuels chez certaines femmes. Donc, c'est des choses dont on ne parle pas facilement. Il y a des choses qu'on se répète de génération en génération aussi. Les règles douloureuses, bon, ben, c'est normal. Notre mère nous a dit la même chose, la grand-mère a dit la même chose, et on continue de le dire. Et donc c'est normal, il n'y a pas de quoi s'affoler. On ne va pas aller voir le médecin pour des règles douloureuses. Enfin, douloureuses à quel point? C'est ça qu'il faut se demander. Parce que si c'est des douleurs qui ne passent pas avec un antalgique et qui sont récurrentes et qui s'aggravent au gré des mois et des années, il faut s'inquiéter quand même. C'est pas normal d'avoir mal à ce point. Donc c'est une partie des raisons pour lesquelles le diagnostic se fait tard, c'est que les femmes ont du mal à parler de leur douleur, à aller en parler aux médecins, et les médecins, de l'autre côté, ils ont exactement les mêmes idées reçues que les règles douloureuses, c'est normal, donc on va pas trop se préoccuper, c'est pas besoin de faire des examens pour ça, voilà quoi. Ouais. Donc Non, mais voilà. c'est pour ça que, enfin, tu vois, l'annuaire de ma patho, enfin, globalement, enfin, moi, je l'ai vécu, hein, de tomber sur une gynéco, parce que j'avais une atteinte digestive, et m'a dit, non, mais de toute façon, vous allez pas venir tous les 6 mois, vous avez une endométriose, vous allez vivre votre vie avec.
Bien. Bon, bah voilà, bah, je pense que c'est fini, hein. J'ai qu'à repartir chez moi avec mes antalgiques. Mais voilà, c'est en fait de tomber sur un C'est ça. médecin qui n'est pas formé et qui ne connaît pas l'endométriose, qui ne connaît pas les traitements, qui ne sait pas le diagnostiquer, ça a un impact énorme sur les femmes. Tout à fait. Et même chez les médecins qui connaissent aussi l'endométriose, parce que moi je l'ai vécu avec le mien de médecin qui connaît très bien le sujet de l'endométriose. Alors il s'est aussi beaucoup amélioré aussi au fil du temps, hein, mais à cette époque-là, quand je lui disais je pense que j'ai une atteinte digestive, parce qu'évidemment j'étais hyper documentée sur le sujet, donc Ils aiment pas ça, j'arrive hein. dans le cabinet, non, non, il n'aime pas, surtout pas. Donc je lui dis, je pense que j'ai une atteinte digestive parce que j'ai vraiment des symptômes récurrents de problèmes gastriques, etc., etc. Et lui, il me soutenait, Morticus, que non, c'est pas possible que vous ayez une atteinte digestive. Il m'a envoyé faire une IRM, rien à l'IRM. Et finalement, quand même, à l'IRM, ils ont vu que j'avais un kyste encore énorme. Donc, comme je devais partir encore en voyage, on m'a dit, c'est peut-être pas la peine de partir finalement, parce que si ça éclate encore en plein vol. Alors, j'ai regardé la carte, je me suis dit, alors, je dois aller à La Réunion. Donc, si j'ai un problème en plein vol, à quel endroit on risque de Ah m'arrêter? bah les Alors, Suzy, hein, c'est pas mal pour se faire opérer. voilà, donc c'est là je me suis dit non, non, ça va pas être possible. Je préfère à ce moment-là me faire opérer, qu'on m'enlève ce kyste, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai annulé mon voyage et j'ai été opérée. Et au réveil, mon chirurgien qui me dit alors bon, déjà, vous aviez raison. Donc j'ai pris des photos parce que vraiment j'avais jamais vu ça à ce point-là quand même. Votre appendice était dans le dos, tous les organes étaient collés entre eux. Enfin c'était un joyeux bazar à l'intérieur, mais j'avais bien une atteinte digestive, donc il ne se voyait pas à l'IRM quand même. Ah, c'est fou ça. Et c'est souvent? Oui. Ça arrive, oui, assez fréquemment que les IRM ne montrent pas toutes les lésions et donc il faut pas s'arrêter à l'examen IRM. S'il est négatif et qu'il y a quand même des symptômes, il faut insister quand même. D'accord. Donc après, C'est on peut aller important. voir un gastro. Exactement. Ou s'il faut opérer, puisque ça peut arriver aussi, hein, qu'on soit obligé d'opérer pour voir s'il y a des lésions quand même qu'on ne verrait pas à l'examen de radiologie, mais ça arrive assez fréquemment. Hmm. Bon, bah alors maintenant qu'on a fait le tour de qu'est-ce que l'endométriose, donc on reprend sur les actions. Donc 2014, donc faire connaître l'assaut, donc bravo parce qu'avec tout ce que tu as mis en place aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'aucun Français peut dire qu'il ou Française peut dire qu'elle ne n'a pas Oui, entendu parler, même sans savoir ce que c'est, de l'endo et de l'endométriose. oui. Donc ça, c'est une des actions. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alors après, il y a eu bah, tout de suite après, il y a eu la première campagne nationale donc qui a été faite à la naissance d'Info Endométriose, puisque c'est cette action-là qui a mené à la création de l'association Info Endométriose, donc à laquelle j'ai contribué puisque j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce sujet-là avec le docteur Zakharopoulou, donc pour mettre en place cette campagne avec Imani et Julie Gaillet. Mm. Donc je pense que ça a été la première, bah, de toute façon ça a été la première campagne nationale d'information. Donc là on a réussi à trouver des partenaires qui nous ont permis d'afficher l'endométriose, mais alors c'était du jamais vu, même sur les abribus. Quand même, on avait des grandes affiches sur les abribus avec un slogan les règles c'est naturel, pas la douleur. Enfin, Ouais. c'était exceptionnel quand même hein, d'avoir ça. Il y avait, je crois, une centaine de villes qui avaient accepté d'afficher la campagne. Donc, ça a permis de donner un gros coup de projecteur sur la maladie. Mm. Et puis de là sont arrivés bah, les premiers travaux avec le ministère et la Haute Autorité de Santé, donc la mise à jour des recommandations pour l'endométriose à destination des professionnels de santé. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Oui, parce qu'on Voilà, donc ces rappelle travaux. du coup que si les médecins ne sont pas informés ou les médecins généralistes ne sont pas au courant, ils vont pas aussi pousser au diagnostic. Bah, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans leur esprit, comme dans l'esprit de la majorité des femmes, bon, bah, les règles, c'est naturel, et puis les douleurs aussi, quoi. Ouais. Voilà, c'est normal, pas normal. Donc, il y a ces idées reçues, et puis il y a un manque de connaissances.
Je rappelle quand même que l'endométriose est entrée au programme de médecine en octobre 2020. Quand même. Donc c'est dire s'ils ne connaissent pas la maladie. Et Alors ça c'est sûr représente une que femme sur 10, hein. C'est juste. voilà, une maladie observée pour la première fois en 1860, qui touche 1 à 2 femmes sur 10, donc quand même 180 millions de femmes dans le monde, mais qui figure pas au programme de médecine. Donc il y avait quand même un gros problème à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un des axes de travail aussi qui était important pour l'association. Et puis à côté de ça, ben, on a continué à mener des actions au niveau du grand public. Donc on a aussi organisé pas mal de conférences grand public et professionnels de santé avec des mairies, des centres culturels. Enfin, il y a eu pas mal de choses, des expositions photos. On a dû organiser une 50aine de conférences en 2 ans avec un partenariat avec le Club des Sœurs Optimistes qui a été extraordinaire à nos côtés. Et donc ça a permis de sensibiliser vraiment beaucoup de gens et surtout de libérer la parole parce que très souvent pendant les conférences, il y avait à la fois les gens qui venaient s'informer, mais très souvent des femmes qui étaient en souffrance et qui venaient l'exprimer pendant ces conférences. Ça a été assez difficile pour nous à gérer émotionnellement parce que il y avait tout ce silence qui durait depuis des années autour de l'endométriose que ces femmes venaient libérer dans ces conférences. Ouais. Donc, Oui, parce qu'on parle pas de la maladie. Enfin, déjà, on parle pas de ses règles de façon générale. ouais. J'ai mes ragnagnas, j'ai mes périodes. Enfin, on Ouais. dit jamais Ouais, clairement c'est ça, j'ai ouais. mes règles, quoi. Donc, et en plus dire qu'on a une maladie liée à ça, enfin qui du coup fait que ces règles sont encore plus douloureuses, ça fait un C'est ça. côté sale et ouais, Voilà. c'est compliqué Donc d'en on parler, n'en quoi. parle pas. Ça contribue au silence et ça contribue à l'errance diagnostique de toute façon parce que 7 ans, c'est extrêmement long pour une maladie qui touche autant de monde. Ça serait une maladie rare. Je veux Compliqué à bien, mais une diagnostiquer. maladie qui touche autant de monde, c'est pas possible. Voilà, donc pour l'association, alors petit à petit, on a multiplié les actions. Donc on est toujours l'organisateur pour de la marche mondiale pour la France, puisque c'est une marche mondiale qui a lieu dans 60 capitales et qui a été initiée par les États-Unis. Donc l'association organise ça pour la France. On a créé il y a 3 ans de ça une course aussi pour soutenir la recherche autour de l'endométriose. Je vais t'énumérer parce qu'on a fait tellement de choses. Le premier projet de recherche compare endométriose, c'est Endoman qui l'a initié aussi avec la PHP. Donc, pour l'anecdote, quand on est allé les solliciter, puisqu'ils avaient déjà mis en place un projet de recherche dédié aux maladies chroniques, et on avait identifié qu'ils avaient listé l'endométriose dans les maladies chroniques, et on est allé les voir en leur demandant si c'était possible d'héberger au sein de ce gros projet une cohorte spécifique à l'endométriose. Donc sur le moment, ils n'ont pas trouvé ça très pertinent, quand même. Mais vous comprenez, il faudrait quand même beaucoup de choses, et puis une grosse équipe, et puis tellement de choses que ça semblait pas faisable. Et finalement, tu commences à me connaître, hein. Pas faisable, Nathalie, c'est un oxymore. Voilà, rien n'est impossible, on va pouvoir le faire. Donc, on a trouvé les personnes. Et puis, quelques mois plus tard, on a annoncé l'ouverture de cette cohorte, de ce projet de recherche endométriose hébergé dans le projet Compare. Et en l'espace de 1 semaine ou 10 jours, il y a 1500 patientes qui se sont inscrites au projet de recherche, ce qui était du jamais vu nulle part pour aucune pathologie. Ouais, Et non, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 patientes incluses dans ce projet de recherche. C'est juste énorme. c'est Donc, énorme. c'est des données qu'on n'a pas aujourd'hui, qui nous manquent pour faire évoluer la prise en charge. Et c'est super important qu'on ait ce projet de recherche. Mais voilà, donc, parmi les actions. Est-ce que tu Et penses là, que, juste sur la partie non. recherche, est-ce que tu penses que quand on va creuser un peu et en connaître plus sur l'endométriose, d'autres maladies, en fait, de sous-classer l'endométriose, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un espèce de fourre-tout où on met énormément Oui. de mots. Est-ce que tu penses qu'on va sous-catégoriser différents
types d'endométriose et peut-être avec des nouveaux noms? Alors, je sais que c'est une question que j'ai déjà abordée avec Marina Kvaskov, qui est Hmm. chercheuse à l'INSERM, mais c'est son avis, en tout cas, que l'endométriose pourrait peut-être être déclinée en plusieurs maladies qu'on appelle endométriose. Mais alors déjà, on a l'adénomiose Mhm. qui porte pas le même nom, mais qui est aussi une forme d'endométriose, mais qui pourrait être aussi quelque chose de totalement différent. Donc l'adénomiose, Et si tu peux nous rappeler ce que c'est? alors l'adénomiose, oui, pardon, c'est vrai que c'est une forme d'endométriose qui touche l'utérus, donc ce qu'on appelle une forme interne de l'endométriose. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. La prise en charge est plus compliquée parce que on peut pas opérer, évidemment, hein, à moins d'enlever l'utérus, donc c'est quand même pas souhaitable. Donc la prise en charge est un petit peu différente, mais c'est la même maladie en fait. On- Visiblement les mêmes mécanismes. Ok. Voilà. Euh, donc il y a encore beaucoup de choses à faire effectivement au niveau de la recherche pour qu'on puisse comprendre cette maladie et c'est pour ça que l'association souhaitait s'impliquer davantage sur ce sujet. Parce que bah, tout simplement toutes les décisions d'amélioration de prise en charge, toutes les décisions politiques, elles sont basées sur des données scientifiques. Bah oui. Euh, donc sans les données scientifiques, il n'y a pas d'évolution et c'est ce qui se passe depuis des années. Hein, de toute façon, Hmm. je l'ai constaté dans le groupe des recommandations. Les médecins étaient en incapacité de faire des recommandations parce qu'ils n'avaient pas de données scientifiques. Donc Oui, ça, c'est pas concevable. oui, complètement. Euh, c'est pour ça on a créé on a voulu créer cette cohorte avec Compare, qu'on a ensuite créé la course pour soutenir la recherche. Et à l'issue de la troisième édition l'année dernière, on a créé la toute première fondation pour la recherche sur l'endométriose. Ouais, vraiment, c'est une grosse évolution et c'est aussi incroyable de se dire que cette maladie touche autant de monde et qu'il n'y avait pas d'organisme dédié à la collecte de fonds pour la recherche sur l'endométriose. Quand on y réfléchit, c'est étonnant, c'est curieux, il y a d'autres pathologies qui touchent beaucoup moins de monde et qui ont trois fondations, quatre fondations, et pour l'endométriose, il n'y avait même pas une fondation. Ouais. Donc, donc là, voilà, elle vient de voir le jour. Le comité exécutif s'est réuni pour la première fois la semaine dernière. Donc, les bases sont posées et puis surtout, elle a un accueil exceptionnel, cette Hmm. Bah fondation, oui. à la fois des professionnels qui ont déjà pris contact spontanément avec nous parce que enfin il y a un organisme dédié à la collecte de fonds, ou alors on a réfléchi, on a essayé de le faire, on n'a jamais réussi, on rencontrait des blocages, etc. et on n'y arrivait pas. Donc merci de l'avoir fait. Hmm. Moi, je m'étais questionnée, est-ce que ça va être un frein si c'est une association de patientes qui fait une fondation? Et en fait, non, c'est pas un frein parce que du coup, le sujet va rester ouvert. Ouais. C'est pas qu'un centre va s'approprier la recherche. Hmm. La fondation, elle est totalement ouverte et puis hébergée en plus par la fondation pour la recherche médicale qui est le plus gros organisme financeur de la recherche. Donc, Et c'est puis c'est pas non une plus une énorme fondation structure. payée par une entreprise et voilà. Exactement. Tu Donc, vois. elle est totalement indépendante et elle va pouvoir. Alors, il y a des patientes qui sont intégrées dans le comité exécutif c'est une caution pour nous aussi de pouvoir orienter les projets de recherche et les priorités dans l'intérêt des malades avant tout. Ouais. Et au niveau international, du coup, ils en sont où? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'endométriose? Au niveau international, alors au niveau de la recherche à l'international, il y a beaucoup plus de choses que ce qui se passe en France. Mais je sais que la présidente de la fondation, qui a été nommée par l'association, a fait une compilation un petit peu de toutes les recherches qui existent sur l'endométriose et ce qui se passe en France, c'est ça. Ah oui, oui, non mais. Et ça représente moins de 3% des publications dans le monde. Donc, il n'y a pas de quoi se vanter quand même hein, de la recherche française.
Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et par contre, dans les actions autour de l'endométriose, ce qu'on fait avec la marche mondiale, avec la course, avec là la campagne ALD aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, de la Ouais. campagne ALD, tout ça, c'est des actions qui sont très regardées à l'étranger parce que ils en sont pas là du tout et ça les inspire beaucoup. Hmm. Donc pour le coup, à ce niveau-là, nous, on est plutôt précurseurs. Et ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas plus d'infos que nous et ce que tu nous as donné, Non. non. On est au même stade partout. Oui, la prise en charge, enfin, ça se saurait si elle était meilleure à l'étranger de toute Hmm. façon. La vérité, c'est que personne ne comprend cette maladie aujourd'hui. Il y a plusieurs théories qui s'opposent. Il y en a aucune qui explique à elle seule l'ensemble des endométrioses. Donc non, non. Ouais. Et du... Vraiment, et c'est pour ça qu'on souhaite que, alors on pourra en reparler avec la présidente de la fondation un jour, on pourra faire un live avec elle, mais on souhaite que le comité scientifique de la fondation soit le plus ouvert possible et international, Hmm. justement pour pouvoir faire des liens avec ce qui se passe à l'étranger et avancer plus vite. Ouais. Et C'est donc du coup, indispensable. ouais. Et on bascule du coup sur les traitements, la prise en charge et on viendra sur la prise en charge affection longue durée. C'est quoi les traitements aujourd'hui de l'endométriose? Alors, les traitements, alors ne me demandez pas des noms de traitements parce que c'est pas trop mon rayon parce que j'en prends pas de traitement. Et d'ailleurs, on avait reçu une question, j'ai très mal, j'ai essayé tous les traitements, que faire? Voilà, donc, Voilà, voilà, c'est le genre de choses qui est compliqué à entendre. Alors, le premier traitement, et j'ai vraiment beaucoup de mal à appeler ça un traitement qu'on donne aux patientes, c'est la pilule. Voilà, donc voilà. ça me fait mal d'entendre dire que c'est un Non, traitement, c'est un mais traitement hormonal, c'est pas une pilule. voilà, c'est ça. Donc ça marche pour pas mal de personnes et tant mieux, hein. Donc, c'est la pilule en continu pour éviter d'avoir des règles. Voilà. Voilà, exactement. Bloquer le cycle pour bloquer l'évolution de la maladie. Ensuite, voilà, les traitements hormonaux. On peut avoir une ménopause artificielle aussi. Donc ça, c'est Decapeptyl en injection qui va du coup Voilà. plus de règles, plus rien pendant des mois. Mais du coup, avec de l'arthrose, enfin voilà, il y a des lourdes Voilà, conséquences. donc alors, et voilà, c'est pour ça que je disais, moi, je ne prends plus de traitement parce qu'effectivement, j'ai eu droit à ma sortie d'hôpital, de l'anecdote que je te racontais tout à l'heure. On m'a fait une injection de décapeptile sans me demander mon avis quand même, hein. Voilà, donc oui, oui, Bah oui. écoute, on a Donc, qu'à te mettre sous ménopause artificielle sans te demander ton avis. voilà, Écoute, sans me demander mon avis. Donc, ça m'a un peu refroidi quand j'ai appris ce qu'on m'avait fait. Surtout que j'ai eu tous les effets secondaires qui allaient bien. Donc à 29 ans, avec les bouffées de chaleur, enfin tout, j'ai eu tout. Donc j'ai pas fait la deuxième injection et j'ai jamais refait d'injection. Par contre, oui, les effets secondaires, bah aujourd'hui je suis pleine d'arthrose. Alors évidemment, il y a pas de preuve que ça soit directement lié au traitement, mais quand même, ça fait oui. partie des effets secondaires connus, quoi. Voilà, donc ça c'est des super traitements et puis quand tout ça ne fonctionne pas, eh bien il reste la chirurgie qui représente à peu près 20% des personnes atteintes d'endométriose. Euh, donc suivant les atteintes, mais c'est aussi la difficulté d'avoir et de trouver des chirurgiens qui soient vraiment formés à cette pathologie, parce qu'on peut pas se faire opérer par n'importe quel Hmm. chirurgien qui Et connaît puis, pas la maladie. et se faire opérer, du coup, impose après, de toute façon, d'avoir un traitement pour ne plus reproduire les lésions, parce que ça revient. Exactement. Alors là, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a des médecins je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne suis pas médecin et je ne veux pas parler à leur place non plus, mais je sais qu'il y a des médecins qui préconise un traitement hormonal avant la chirurgie et puis après, et puis d'autres qui préfèrent opérer en dehors de tout traitement. Hmm. Voilà, donc avec des résultats très certainement
différents les uns des autres, mais ça fait partie des études à mener en tout cas. D'accord. Voilà, donc pour la prise en charge de l'endométriose. Mais alors la grosse difficulté et l'accent, enfin il faut mettre l'accent sur la prise en charge de la douleur parce que la vérité c'est ça qui nous embête quand même au quotidien, c'est la douleur engendrée par cette maladie. Donc quand elle ne passe pas avec les traitements de base, quand elle passe pas avec le traitement hormonal et quand la chirurgie ne suffit pas non plus, et puis la chirurgie, elle dispense pas non plus d'une récidive Mm. derrière. Hein. Mais voilà, la prise en charge de la douleur, c'est un sujet très très important. Donc, on essaye de faire en sorte que les centres antidouleurs puissent être quand même sensibilisés à la question de l'endométriose. C'est un enjeu important. Les services d'urgence aussi parce qu'ils connaissent pas la maladie, ils savent pas prendre en charge les malades qui arrivent avec des très fortes douleurs. Et puis les médecins de la douleur sont quand même pas très très nombreux, enfin pas suffisamment en tout C'est cas. un petit peu. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour la prise en charge de cette douleur. Donc il y a il y a pas il y a pas une solution idéal pour tout le monde. Mais ce qu'on peut nous observer, c'est des retours des patientes, c'est que chacune est en train d'essayer différentes techniques pour voir celle qui lui convient le mieux. Et puis on a notamment sur Facebook, on a un groupe de soutien et d'échange où on a à peu près 12 000 personnes qui échangent quotidiennement. Et donc il y a des personnes qui vont trouver que la sophrologie les aide dans leur quotidien à mieux gérer la douleur, à mieux appréhender une crise, à mieux la gérer quand elle parvient, etc. Il y a d'autres personnes qui vont trouver un mieux-être avec la pratique du yoga, par exemple. Mm. Donc, il y a plein de choses comme ça. En alimentation Que anti-inflammatoire. oui, exactement, l'alimentation anti-inflammatoire, et enfin voilà, des différentes techniques comme ça qu'on essaye de mettre en place. Alors, il n'y a pas d'études scientifiques, encore une fois, hein, puisqu'on en revient à ça. Il n'y a pas d'études scientifiques vraiment, c'est des observations et des témoignages qu'on a des patientes et des témoignages qui sont assez nombreux dans ce sens-là. Et pourquoi les labos font Euh, pas de recherche? Pourquoi il n'y a pas de nouveau traitement qui sort? alors, je pense que les labos vont s'y mettre, mais qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent mesuré l'impact de cette maladie et surtout le nombre de personnes qui étaient concernées et le potentiel marché, très certainement, Mm. qui pouvait y avoir. Donc ça, c'est après, une fois qu'on en a fait prendre conscience à tout le monde, il y a les risques de dérive aussi qui vont avec, mais évidemment, quand je parlais tout à l'heure d'une prise de conscience à grande échelle, ça incluait aussi cette partie-là, parce que il y a pas mal de labos, et d'ailleurs on avait discuté avec un labo à une époque qui s'était pas lancé parce que pour lui, ça lui semblait être un sujet vraiment marginal, quoi. Mm. Ouais, et puis il y Donc a il y avait aussi pas intérêt de s'impliquer dessus. il y a des traitements qui doivent être d'autant plus encadrés comme l'Utéran et l'Uténil, où les effets secondaires sont tels. Donc là, c'est des méningiomes, donc c'est des tumeurs qui peuvent être bénignes au cerveau, qui peuvent apparaître. Donc du coup, là aussi, enfin voilà, tous les traitements sont pas anodins. Non, c'est pas anodin et puis c'est surtout des traitements qui ont pas été étudiés et mis en place pour des pathologies féminines non plus. C'est très souvent comme l'androcure, hein, c'est à la base c'est pas un traitement qui a été conçu pour des pathologies féminines. Donc c'est une utilisation qui a été détournée, mais voilà, donc ça serait bien qu'effectivement aujourd'hui on s'intéresse vraiment à la santé de la femme et à ses spécificités parce que on le sait bien, les traitements ils sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Non, c'est clair. Donc du coup, on en vient à l'ALD. Alors l'ALD, ça veut dire affection longue durée. C'est une prise en charge de la Sécu qui est pour 4 ans. Moi, je l'ai eu sur l'infertilité, je sais pas pour l'endométriose. C'est tout le temps 4 ans?
Je sais pas si c'est pas variable. Il me semble que c'est variable quand même. Je dirais 3 ans. Alors c'est effectivement il y a trois sortes même d'ALD, mais on va en parler de deux principales. Donc il y a l'ALD 31. Je crois, Hmm. peut-être que toi tu as eu celle-ci, hein, Ouais. l'ALD 31 qui est dite hors liste. Et puis il y a l'ALD 30 qui est une pathologie qui est intégrée dans cette liste ALD 30 et qui donne une ouverture de droit automatique à la prise en charge et aux avantages liés à cette prise en charge. Donc à ce jour, il est possible, alors je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qu'il est possible de demander une reconnaissance en ALD 31 hors liste pour l'endométriose. Alors, ça veut dire Alors, quoi? alors, ça veut dire que la reconnaissance ne sera pas automatique, mais qu'elle sera décidée par le médecin conseil de l'assurance maladie sur constitution d'un dossier qui va refléter l'état de la patiente. Et malheureusement, ce qu'on constate nous, non seulement c'est une procédure qui est pas très connue par les malades, mais qu'en plus l'attribution elle est faite de manière très aléatoire. Et en fonction des Donc régions, non? et en fait voilà, c'est ça. Donc on a des disparités entre régions, entre ça veut dire que, par exemple, on a une personne qui a un type d'endométriose à Marseille qui va présenter son dossier et qui va être accepté, et puis le même dossier à Paris, il va pas être accepté. Pour Hmm. quelle raison, on ne sait pas. Donc là, on estime que c'est pas juste pour les malades, Hmm. ça crée des inégalités d'accès aux soins, ça crée des injustices. Enfin bref, c'est pas entendable. Donc l'association mène depuis le mois de mai dernier une campagne avec une agence de communication spécialisée en lobbying pour demander l'intégration de l'endométriose dans la liste des ALD 30, ce qui permettrait d'avoir cette reconnaissance automatique dès que le diagnostic est posé. Donc, ça veut dire qu'on Donc, à n'avance plus les partir de frais. Exactement, on n'avance plus les frais. Il y a pas mal d'avantages hein, qui sont liés à cette ALD, notamment, alors j'en cite quelques-uns parce qu'il y en a d'autres, mais effectivement, il y a l'exonération du ticket modérateur, il y a la prise en charge des déplacements dans le cadre des rendez-vous médicaux, ce qui peut être quand même intéressant, surtout dans une pathologie gynécologique, quand on sait qu'il y a un désert médical et qu'on est souvent obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir une prise en charge, à plus forte raison en endométriose. Il peut y avoir, alors il y a aussi la suppression des jours de carence en cas d'arrêt maladie, et également les jours, sont les jours, que je dise pas de bêtises, il y a les indemnités journalières qui ne sont pas imposables. Voilà. Ah oui, Donc, je savais pas tout ça. Je pensais juste eh que bien, c'était sur la prise en charge. voilà, j'ai appris ça le week-end dernier par une patiente et c'est vrai que c'est un avantage que j'avais pas identifié. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça et donc il nous semble aujourd'hui, dans la mesure où on n'est pas capable aujourd'hui de dire ce qui est une endométriose grave et handicapante et celle qui ne l'est pas, il n'y a pas de critères qui existent aujourd'hui. On peut pas dire on va donner l'ALD à seulement un type d'endométriose. Hmm. Donc non, il faut l'attribuer à tout le monde. Alors évidemment, il y a des médecins qui ont dit oh là là, mais 10% de femmes qui vont avoir une ALD, mais qui va payer tout ça et puis pourquoi, etc. Enfin, il me semble logique que la personne comme moi, par exemple, hein, qui n'a pas forcément des consultations régulières, je prends pas de traitement, je vais voir mon gynéco une fois de temps en temps comme ça, enfin j'ai un suivi, je suis une très mauvaise élève, forcément je vais pas l'utiliser ce droit-là puisque j'ai pas de suivi, j'ai pas réellement de suivi.
Mais celle qui est très en souffrance et qui a des consultations régulières, mais ça va lui être très utile, Ouais. Non, forcément. mais c'est le faux débat de dire, mais si on vous prend en Exactement. charge complètement, ça va augmenter les dépenses et vous allez aller plus chez le Mais médecin. non, Mais on n'a pas que ça à faire. C'est juste- ben non, c'est ça. J'ai pas envie d'aller chez le médecin Non, si j'en ai pas besoin, quoi. j'ai pas envie de passer des IRM, qu'on me foute des perfs dans le bras. Enfin, c'est Ben non, non. non, non. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est un faux débat. Donc, après, on nous a dit aussi, oui, mais alors, les malades ne se rendent pas bien compte, mais ça n'est pas bien pour elles. Ah, j'ai entendu ça, ça m'a fait bondir de ma chaise. Je me suis dit, mais alors non seulement on est malade, mais en plus on est neuneux parce que on ne sait pas décider nous-mêmes de ce qui est bon ou pas pour nous quand même. Ah, c'est énorme cet argument. Ah oui, oui, oui. Ah, mais Non, mais elle se rend tiens. pas compte parce que c'est pas forcément bien pour elle. Et puis ça peut aussi avoir une incidence sur les prêts, sur l'obtention de prêts, sur les surprimes. Donc tu connais bien le sujet. Tout à fait. Donc j'ai déjà une réponse quand même hein, qu'on a pu apporter à toutes ces personnes qui ont pu nous opposer ce contre-argument, c'est que les problèmes, les malades les ont déjà. Donc Oui. l'antihypnose est déjà dans la liste des exclusions de beaucoup de banques, de beaucoup de mutuelles et de beaucoup d'assurances. Donc, eux, ils l'ont reconnu en ALD. Hein, voilà. Voilà. Non, Donc, mais voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout maintenant. et on a une question. Donc, comment on fait pour déposer le dossier? C'est à la CPM, enfin la CNAM. Oui, alors ça, Ouais. c'est le médecin traitant qui Ouais. doit constituer le dossier et l'envoyer. D'accord. Ok. Donc, il faut voir ça avec son médecin. Et depuis la nomination de Chrysoula, comme si je me trompe pas, elle est déléguée interministérielle aux référentes endométriose au ministère. Alors, en fait, elle est députée européenne et elle a été nommée par Olivier Véran pour mettre en place une stratégie nationale. Donc, je ne sais pas s'il y a un titre qui est donné à ça, je ne crois pas qu'il y ait eu un titre, mais en tout cas, il l'a nommée pour coordonner cette stratégie nationale. Ce qui est énorme parce que du coup, c'est une reconnaissance énorme de l'endométriose au niveau Alors, du c'est une ministère. reconnaissance énorme de l'endométriose, mais en même temps, c'est pas, enfin, je vais plomber un peu l'ambiance, mais c'est pas une révolution, non, je suis très réaliste en fait. C'est pas une révolution, c'est juste la suite des travaux qui avaient été déjà déclenchés par Agnès Buzyn il y a 2 ans. Ah, donc il n'y a pas Euh, de nouvelles feuilles de route, il n'y a pas des nouvelles choses qui vont. Enfin, ça va pas accélérer la LD ou. Alors, ça va peut-être accélérer, mais si tu veux, c'est plus une reprise des travaux. C'est pas quelque chose Hmm, comme ça qui est mis en d'accord. place et qui part de zéro. Non, il y a déjà des travaux qui Oui. ont été menés. On a déjà travaillé pendant plusieurs mois sur certains axes, notamment la constitution des filières de soins, etc., etc. Donc, c'est une reprise de ces travaux-là. Et dans cette reprise, il y a d'autres choses qui ont été intégrées, notamment cette question de l'ALD Hmm, qui figurait pas effectivement dans la feuille de route précédente. Mais d'accord. globalement, il s'agit de travailler sur les mêmes axes, c'est-à-dire l'organisation de la prise en charge sur le territoire, donc les filières de soins, les centres pluridisciplinaires, la formation des professionnels de santé, l'encouragement et le développement de la recherche. Donc voilà, c'est les mêmes axes de travail quand même. Hmm. Voilà, mais là, sauf que Olivier Véran, il veut des résultats très rapides. Donc, ce Bah qui est écoute, super, mais c'est un énorme boulot. Donc là, ça fait 2 semaines que c'est c'est un un peu peu tendu hard. sur le pont, ouais. 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 Bon, merci beaucoup Nathalie. Il nous reste 10 minutes. On va répondre aux questions. On en avait déjà reçu en amont. Ok. Est-ce que l'endométriose est génétique? Est-ce que tu sais? Est-ce qu'on a des Alors, infos? c'est une des pistes de recherche. On a quand même observé, enfin, je dis on, mais c'est pas moi, hein, c'est les chercheurs ont déjà observé qu'effectivement, il y avait des familles dans lesquelles on retrouvait plus d'endométriose. Donc, en général, si une maman a une endométriose, il y a plus de probabilité que la fille en soit aussi atteinte. Donc, il y a une part de génétique, hein,
qui est effectivement identifié, mais qui nécessite encore quand même pas mal de recherche. Il y a un projet de recherche au CHU de Nantes d'ailleurs qui est mené sur les formes familiales d'endométriose. Donc, s'il y a des personnes qui sont concernées, elles peuvent prendre contact avec l'association. On vous orientera vers les médecins chercheurs qui sont à l'initiative de ce projet. Top. Est-ce qu'on peut guérir de l'endométriose? Alors, guérir, je ne sais pas si on peut en guérir. En tout cas, il y a des personnes qui sont tranquilles pendant des années. Donc, si elles sont tranquilles toute leur vie, tant mieux. Peut-être qu'on peut appeler ça effectivement une guérison. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a rien qui nous permette de dire qu'on est guéri. On va utiliser plus un langage comme dans le cadre du cancer, on va utiliser le mot Rémission. de rémission. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Mais alors, il y a des personnes qui ont des formes légères d'endométriose et qui sont pas en très grande souffrance et ça reste quand même une part importante des personnes concernées. Donc, mais effectivement, on peut vivre des périodes très longues. Moi-même, depuis ma dernière opération qui date d'il y a 10 ans, j'ai des crises que j'arrive à gérer donc qui sont pas régulières, qui sont, je sais pas, j'ai pas identifié, mais une fois tous les 2, 3, 4 mois, j'en sais rien. Mais que j'arrive à gérer. Mais sinon, globalement, je suis assez tranquille. Je prends pas de traitement, rien du tout. J'ai pas de suivi particulier. D'accord. Est-ce que la endométriose s'arrête après la ménopause? Alors, ouais. J'ai pas. Non, mais c'est compliqué parce que c'est pas une réponse oui ou non. Elle devrait s'arrêter à ce moment-là et pour la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Mais il y a quand même des femmes qui disent avoir encore des symptômes après la ménopause. Et des symptômes qui ne s'expliquent pas. Donc, est-ce qu'il y a encore des lésions qui continuent de s'auto-alimenter ou est-ce que le traitement de substitution qu'on donne à la ménopause alimente? Donc, il y a ces questions-là qui se posent aussi. D'accord. Et est-ce que du coup, quand on enlève l'utérus, hystérectomie? Oui, hystérectomie. D'où l'hystérie qui vient des femmes, hein? Hystérectomie, Oui, bien sûr. hystérie. Est-ce on est Guéri. définitivement soulagé après une hystérectomie? Mais pas du tout. Donc, D'accord. il faut bien le dire, non, pas du tout. Parce que si le chirurgien fait une hystérectomie et qu'il a laissé quelques lésions à droite à gauche, même microscopiques, ces lésions, elles vont continuer de s'alimenter et de se développer. Donc, non, ça ne solutionne pas tout. On a malheureusement beaucoup de témoignages de femmes qui ont subi une hystérectomie et qui ne sont pas débarrassées de l'endométriose et voire qui récidivent. Donc attention, c'est alors il y a des femmes pour qui ça a été une solution, tant mieux pour elles, mais il faut pas partir avec l'idée que ça va être la solution. C'est pas vrai. Ouais. Ok. Non, mais ça, c'est hyper intéressant, hein, parce que du coup, j'avais pas du tout ça en tête. Moi, je m'étais dit si j'en ai marre, vas-y, j'enlève tout et puis je suis tranquille. Mais ouais, c'est intéressant de savoir que non, quoi. Non. Non, parce que c'est pas anodin comme chirurgie. Non, c'est pas anodin. Et puis ça peut engendrer aussi d'autres problèmes, des risques de vieillissement, enfin, on peut accroître aussi les risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, il y a plein de choses. C'est pas anodin. Ouais. Quand est-ce qu'on parle d'endométriose profonde? Parce que du coup, tu disais qu'il n'y avait pas de différence. On ne parle pas des 4 stades de l'endométriose? Alors, c'est des stades, les 4 stades d'endométriose, on les utilise quasiment pas, tout simplement parce que c'est des stades qui sont liés à la chirurgie. Donc, c'est des indications pour les chirurgiens situer les lésions. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, le niveau de la maladie, parce que on sait aujourd'hui qu'un stade 4, donc c'est une endométriose profonde, qui a donc infiltré
le muscle, donc qui s'est infiltré dans l'utérus par exemple, ou qui sont allés très en profondeur, mais euh, les stades ne servent que à ça. Alors il y a des stades 1 qui sont très douloureux, donc ça va être une endométriose dite superficielle, mais qui touche un endroit qui est hyper sensible et qui va provoquer des douleurs très importantes. Au contraire, il y a des personnes qui ont une endométriose de stade 4, donc avec une localisation différente, mais qui n'ont pas de souffrance, qui n'ont pas de douleur. Donc, si on voit, ça ne veut rien dire sur nos comptes rendus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus se baser là-dessus pour la question de l'ALD, par exemple. D'accord. Ça peut pas représenter l'impact de la maladie. C'est pas parce qu'on a une endométriose stade 4 que il y a plus de stade après et que qu'est-ce qu'on va imploser. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas ça. Et donc l'endométriose profonde, c'est ce qu'on appelle de façon chirurgicale quand les lésions sont profondes. Oui, exactement. Quand la lésion a infiltré l'ovaire, voilà. D'accord. Quels sont les différents types d'endométriose? Donc, alors, les différents types d'endométriose, ça va être plutôt les différentes atteintes. Et les différentes atteintes, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça peut être les ovaires, ça peut être l'appareil digestif, ça peut être jusqu'au poumon, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être la vessie, ça peut être les reins. Voilà, c'est ces différentes atteintes-là. Donc, ouais, on parle de type d'atteinte et pas de type d'endométriose. Voilà. Et enfin, est-ce qu'avoir de l'endométriose veut forcément dire que j'aurai des difficultés à avoir un enfant? Non. 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 Non, pas du tout. Donc, on a dit tout à l'heure que ça représentait 30%, 40% des personnes atteintes d'endométriose. Ça veut dire quand même, si on regarde le verre à moitié plein, que 60% n'ont pas du tout de problème. Oui. Ben oui. Donc, il faut voir ce côté positif aussi. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vous laisse 2 minutes pour les personnes présentes si vous avez des questions en particulier. Du coup, Nathalie, au niveau de l'ALD, c'est encore en cours de discussion. Vous attendez des retours? Alors, il y a eu une grosse discussion. Je pense que tout le monde y a un petit peu assisté. Il y avait une intervention d'Olivier Véran sur le sujet dans une interview qu'il a faite avec le magazine Brut. Donc, il a été interviewé sur différents sujets, mais notamment, on lui a posé une question sur la LD pour l'endométriose et il a répondu que c'était à l'étude et il avait auditionné les 2 principales associations françaises, que une était pour, donc évidemment Endomind, et que la seconde était contre. Donc ça a fait un tollé. Alors moi ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, puisque ça a créé un tollé le week-end, pas le week-end dernier, mais le précédent. La principale raison, c'est que c'était pas une priorité. Voilà, donc c'était pas une priorité, que la priorité devait être posée sur le diagnostic précoce et la formation des professionnels de santé. Donc ce à quoi toutes les personnes normalement constituées ont répondu que l'un n'empêchait pas l'autre quand même. Mais en plus c'est terrible, c'est de dire tant qu'on n'a pas diagnostiqué assez, celles qui l'ont et qui sont diagnostiquées et qui doivent pris en charge devront attendre. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc moi, ça m'a un peu choqué quand même, et ça a choqué beaucoup de gens aussi, quand même. C'est logique. Et donc, j'ai suivi d'assez près ce qui s'était passé, et finalement, l'association en question a fait un sondage auprès de ses adhérentes, et il en est ressorti que plus de 90% d'entre elles souhaitaient l'intégration de l'endométriose dans la liste des ALD 30. Donc, ça me semblait évident. Bon, ça va peut-être faire bouger un peu les lignes. Elles vont peut-être revenir sur leur décision. Voilà. Apparemment, oui, puisque j'ai vu qu'il y avait une publication qui avait été faite en ce sens, donc elles informaient
envoyer un courrier à Olivier Véran et Chrysoula Zakharopoulou pour affirmer la position de leurs adhérentes. D'accord. Alors, on a eu 2 questions. C'est possible de diagnostiquer une endométriose rénale par IRM? Voilà, alors moi Je n'avais je jamais suis entendu pas, parler. ouais, je sais pas si par IRM, alors très certainement, mais il faudrait vraiment faire appel à un professionnel aguerri sur le sujet Ouais. qui pourrait y répondre. Parce que là, je me doute bien que c'est des examens qui doivent être analysés et relus par vraiment des experts de la pathologie et de cette atteinte-là. Ouais. Une autre dernière question. Que faire quand on saigne depuis 2 mois à cause de l'adénomiose? Bon, bah, il faut aller consulter, je pense. Oui, bah, j'ai pas de solution non plus, malheureusement, Il faut trouver mais un professionnel sur ouais, ma ouais, patho et aller le voir le plus rapidement possible. ouais, non, mais là, il faut effectivement, en tout cas, ne pas rester comme ça. C'est pas possible. 2 mois de saignement, vous pouvez pas rester comme ça. Puis Il après, il y a de faut aller l'anémie. consulter et insister, mais exactement. Ah. Donc, Bon, ne restez pas comme ça, surtout. non. Bon, bah écoutez, bah, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, c'est bon, Bah, on a merci à tenu toi, nos hein, 1 pour heure. l'invitation. T'es au top, Nathalie, je t'adore. Heureusement que tu Ah, étais là il y a merci, c'est 2 gentil. ans. Franchement, voilà, sans toi, ma patho n'aurait jamais existé parce que il nous fallait des preuves de concept. Il fallait montrer qu'effectivement, il y avait un besoin pour les patientes et que oui, trouver un professionnel quand on est malade, c'est compliqué et que Oui, ça se réitère plein de fois dans sa vie quand on veut déménager ou qu'on a des nouveaux problèmes. Et c'est vraiment grâce à toi parce que je savais, moi, en tant que malade, atteinte d'endométriose, que j'avais ce problème. Et tu nous as fait confiance, nous a permis de travailler avec toi. Et après, ça nous a permis, aujourd'hui, on a plus de 30 assos patients qui nous font confiance. Et tu étais la mais première. ça, c'est Donc, génial. merci, Bien, en tout merci, cas, merci. tu as bien fait de le faire et je sais que ton annuaire divise depuis le début et qui continue de diviser dans le cadre de l'endométriose. Mais je retiendrai quand même une phrase qui m'a été dite par un représentant d'une agence régionale de santé lors d'une réunion au ministère. À une époque où on veut mettre le patient au cœur de sa prise en charge, avoir un annuaire comme celui-ci constitué par les malades, c'est du caviar. Oh là Voilà. là. Oh, on va garder cette image. Merci beaucoup, Moi, je Nathalie. pense qu'il faut la garder parce que vraiment, elle est tellement juste. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est fou que ça soit encore remis en question. Et aujourd'hui, enfin là, cette année, dans nos projets, c'est le développement d'un accès pour les soignants. Parce que justement, ils veulent exactement la même chose. Et pour une fois, c'est une innovation qui vient des patients, qui est créée par les patients pour les patients. Et là, c'est les médecins qui nous disent, non, mais nous aussi, on en a besoin parce que nous aussi, on galère quand on a des patientes atteintes d'endométriose. On voudrait les aider Exactement. et on peut pas. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Voilà. Donc, on va leur faire un accès. Mais bon, bah, merci à tous. Merci d'avoir suivi ce Merci live. beaucoup. À bientôt, Nathalie. Bonne soirée. Merci, à Au revoir à bientôt. tous. Au revoir.